Yo les enfants, il y a quelques temps je vous avais demandé si vous seriez intéressés par un remake de ma série de vidéos sur les Hokage, qui avait quand même salement vieilli, surtout en termes de qualité de production. Et vous étiez chaud en majorité, donc cette fois on va les traiter par ordre croissant, donc du 1er au 7ème. J'ai déjà traité Kakashi l'année dernière, donc lui on va pas le refaire, mais pour les autres, on reprend donc la plus ancienne série de vidéos de ma chaîne, en commençant par le bûcheron sous stéroïdes, chef du clan Senju, fondateur du village de Konoha et Shodai Hokage, Hashirama. Bon visionnage. Mais avant de parler d'Hashirama lui-même, parlons un peu du Hashirama des navigateurs, qui est en train d'éteindre la concurrence. Si pour vous un navigateur c'est juste un outil basique qui sert à faire vos recherches internet, bah je vous conseille vraiment de passer à Opera GX. Opera GX a pour ambition de révolutionner les navigateurs web, tout en gardant les meilleures fonctionnalités. Pour faire ça, il vous propose de complètement personnaliser votre navigateur avec différents modes, que ce soit avec des musiques de fond, des sons de clavier, des icônes ou bien même les modes wallpaper. Regardez, moi j'en ai choisi un où on voit Luffy qui s'apprête à éduquer Kaido avec un vilain Red Rock. D'ailleurs avec ce mode, j'entends Crocodile dès que j'ouvre un nouvel onglet. Quel plaisir. Bien sûr, vous pouvez activer et désactiver tous les modes selon votre humeur via le menu dédié dans la sidebar. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi mettre toutes vos applications comme Instagram, Discord, etc. dans cette même sidebar, histoire de gagner masse de temps, et vous pouvez aussi regarder vos vidéos YouTube dans des fenêtres flottantes, comme ça, même plus besoin de changer d'onglet ou d'écran. Opera GX propose aussi une IA intégrée qui répondra à toutes vos questions qui seront, j'en suis sûr, toutes pertinentes. Ne vous inquiétez pas, Opera GX vous permet de transférer toutes vos préférences depuis votre ancien navigateur. Comme ça, plus d'excuses, téléchargez Opera GX via le lien en description et dans le commentaire épinglé. Merci à vous, merci à eux, merci à moi, et à tout de suite pour la vidéo. Près de 10 ans après la fin du manga, Hashirama Senju est unanimement reconnu comme l'un des shinobi les plus puissants de l'univers Naruto. Mais à quel point ce monstre était-il bouillant? Ce débat en particulier y divise toujours, et c'est normal, c'est le lot de tous les grands personnages de fiction comme lui. Mais l'avantage avec Hashirama, c'est qu'on a plein d'éléments qui le placent tout en haut de la chaîne alimentaire jusqu'à l'apparition de personnages au pouvoir divin. Et quand je dis tout en haut, je veux pas dire qu'il est top 5 ou top 3. Non non, jusqu'au chapitre 638, le cofondateur de Konoha et Shodai Hokage était tout simplement top 1 incontesté du verse, en excluant bien sûr les figures divines comme Hagoromo ou ses fils, dont l'étendue des pouvoirs ne sera révélée que bien plus tard. Pour soutenir tout ça, on a plein d'éléments, qui soient narratifs avec son lore, plusieurs déclarations et sa représentation plus générale dans le manga, ou alors plus empiriques avec ses prestations en combat. Et comme d'hab avec ce genre de vidéo sur la chaîne, on va d'abord s'attarder sur le portrait d'Hashirama, autrement dit la représentation du perso, avant de nous plonger dans ses prestations et ses compétences. Et le premier truc qui me semble important à aborder, c'est les intentions de Kishimoto Sensei vis-à-vis du personnage de Hashirama, qui ont quand même pas mal évolué en plus de 15 ans de publication. Je veux bien sûr parler de sa fameuse interview de 2008, dans laquelle il dit que Hiruzen et Minato sont les plus puissants des Hokage de l'histoire, mais aussi sur certaines déclarations du manga et des databooks. Du coup, on va y aller point par point. Pour ce qui est de l'interview de Kishimoto, je vais pas trop m'attarder puisqu'elle est tout simplement antérieure à la réintroduction d'Hashirama dans le présent de l'œuvre, donc pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, ou même aux premiers éléments de background sur ce dernier, sur lesquels on va revenir dans un instant. C'est le principe du retcon, qui consiste à altérer des faits déjà établis dans le canon d'une œuvre par l'apport de nouveaux éléments. L'avantage ici, c'est que ça retconne une déclaration de l'auteur et pas un élément du manga, donc ça illustre juste que Kishimoto a changé d'avis concernant Hashirama. Et c'est non seulement normal en plus d'une décennie d'écriture, mais c'est en plus beaucoup plus facile à défendre, vu que ça vient pas du tout contredire directement l'œuvre comme c'est parfois le cas avec des retcons. Je dis ça parce que dans le manga, les personnages qui décrivent Hiruzen ou Minato comme les plus puissants sont pas franchement légitimes et encore moins omniscients. Par exemple, on a Iruka au chapitre 94 qui dit de Hiruzen qu'il était réputé comme le plus puissant des Hokage. Et déjà on note que ça fait seulement référence à une réputation et non à un fait objectif, mais en plus c'est compréhensible venant d'un mec qui a tout simplement connu aucun autre Hokage, comme c'est d'ailleurs le cas de l'écrasante majorité des villageois. D'autant que juste avant, dans ce même chapitre 94, on a Anko qui suggère fortement que Minato était plus fort que Hiruzen, ce qui rentre en contradiction directe avec l'idée d'un Hiruzen plus fort que les autres Hokage. Donc ce genre de déclarations qui tiennent plus de la réputation qu'autre chose, elles sont vraiment pas à prendre pour des vérités absolues, ce qui est bien pratique quand il s'agit de les retcon par la suite. Parce qu'à ce stade, Kishimoto avait vraiment l'intention de faire de Hiruzen et Minato les plus puissants Hokage, c'est ce que l'interview de 2008 nous confirme, et je sais pas s'il l'a fait exprès, mais en ne faisant aucune déclaration sans équivoque à ce sujet, et en se contentant de parler de réputation au travers de personnages secondaires, bah Kishimoto il s'est laissé une marge de manœuvre qui lui a permis un retcon plutôt soft on va dire. Parce que pareil, dans le premier databook, Hiruzen est seulement décrit comme, je cite, le plus grand commandant des Hokage, reconnu par tous comme le professeur. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le plus grand commandant des Hokage, ça peut faire référence à plein d'autres trucs que la puissance, comme la gestion militaire ou même plus globale du village.
Pareil pour Minato, toutes les déclarations qui parlent de lui comme le plus grand des shinobi, comme un ninja inégalé, tout ce que vous voulez, bah ils nous viennent exclusivement de personnages contemporains à lui, comme le Raikage, Kakashi ou même Tsunade, qui même si elle a connu un peu son grand-père, n'a littéralement aucun moyen de savoir à quel point il était puissant. Parce que oui, il faut bien comprendre un truc, la puissance de Hashirama était tellement abusée qu'elle a traversé les âges comme une légende, un mythe plutôt qu'un fait historique. Pour confirmer ça, il y a qu'à voir les personnages qui nous parlent justement de sa puissance. Déjà, au chapitre 619, Suigetsu dit bien que les écrits sur Hashirama, en plus de le qualifier de dieu des shinobi, bah il parle de sa légende. Genre là, il parle d'Hashirama comme d'un personnage fictif limite. Et c'est une idée qui est soutenue 2 fois par Kabuto, d'abord quand il admet qu'il ne sait pas à quel point Madara était puissant à son apogée, puis surtout après ça quand il dit que Hashirama était plus puissant que n'importe quel shinobi et qu'il était tellement bouillant que sa force relevait pour certains du conte de fées, un peu comme l'ermite Rikudo. Pareil, on a Dan Kato, vous savez le mec de Tsunade, qui dit que seul Hashirama pouvait battre Madara, même si j'avoue on sait pas trop d'où il sort ça la huisse, mais bon il avait pas tort. En vrai Dan il avait l'air de connaître plein de trucs que ce soit sur les Dotensei, l'histoire des shinobi etc. Genre il savait même que les 5 Kage avaient aucune chance contre Madara contrairement à Chozai et aux autres. Bref, il avait vraiment bien bossé son sujet le boug. Enfin bon, là je m'égare. En tout cas, avec tous ces éléments, on peut justifier diégétiquement pourquoi les ninjas, entre guillemets lambda du présent, vont plutôt ériger Minato ou Hiruzen comme les plus puissants, plutôt qu'un personnage de fable comme Hashirama. Par contre, on a plein de déclarations de shinobi plus légitimes qui placent directement le Shodai Hokage au sommet de la chaîne alimentaire ninja. On parlait de Kabuto et de ses déclarations, bah il dira aussi au chapitre 575 que Hashirama était un combattant supérieur à Madara, alors qu'on disait juste avant qu'il connaissait même pas la pleine puissance de Madara à son prime. Autrement dit, peu importe la puissance réelle de Madara, pour Kabuto, Hashirama l'éduque. Et vous inquiétez pas, on va pouvoir mettre cette théorie à l'épreuve tout à l'heure. Sinon, on a aussi Obito au chapitre 398 qui dit que Hashirama siégeait au sommet de la galaxie des shinobi pendant l'ère Sengoku, une époque où les ninjas recherchaient que la puissance. Même Madara, qui est pas vraiment connu pour son humilité et qui est quand même bien placé pour parler de la force d'Hashirama, bah il dit que le Shodai c'était le plus puissant des shinobi. Et au final, bah cette histoire de fable elle est assez cohérente quand on sait que même si les premiers exploits de Hashirama ont eu lieu il y a moins d'un siècle, bah à l'époque la moyenne d'âge des shinobi dépassait difficilement les 30 ans, les conflits ravageaient le monde ninja, etc. Donc pas idéal pour transmettre fidèlement des éléments historiques qui sont donc progressivement devenus des mythes. Par contre, quand des personnages qui disposent de beaucoup plus d'infos sur le monde shinobi comme Madara, Obito ou même Kabuto disent que Hashirama était top 1, bah il est juste top 1, c'est aussi simple que ça. Pareil, le troisième databook nous dit que grâce à son Mokuton et sa capacité à capturer les démons à queue comme des Pokémon, Hashirama il était sans égal dans le monde shinobi. Donc là, même l'auteur nous le dit noir sur blanc et cette fois sans intermédiaire. Plus récemment, dans le one-shot sur Minato, Kurama sous-entend fortement que Hashirama était le plus puissant des shinobi quand il compare la capacité de Minato à le contrôler à celle du Shodai justement. Pareil, les cellules d'Hashirama sont considérées comme le cheat code ultime. Genre celui qui s'engreffe, il obtient automatiquement un boost de zinzin. On l'a vu avec Danzo, Obito, Orochimaru et dans une moindre mesure Yamato. Donc imaginez un mec composé à 100% des cellules d'Hashirama. Ce serait vraiment cheaté, non ? Bref, vous l'avez compris avec tous les éléments que je vous ai cités, c'est clair et net que dès Shippuden, Kishimoto Sensei a voulu faire du premier Hokage le plus puissant shinobi de tous les temps. Et maintenant qu'on a bien fait le tour de cette idée-là, voyons un peu pourquoi Hashirama était aussi monstrueux. Pour sa première apparition dans le manga, Hashirama est invoqué par Orochimaru avec son petit frère et deuxième Hokage Tobirama, histoire de monter en l'air Hiruzen. Si à l'époque on pouvait croire que les deux Senju étaient à fond contre leurs disciples, on sait aujourd'hui que c'était loin d'être le cas. J'ai déjà expliqué pourquoi à l'époque Kishimoto n'avait pas la même vision de Tobirama et Hashirama, et justement dans ce cas précis, il a trouvé un moyen plutôt malin de justifier leur performance sans avoir besoin de retcon quoi que ce soit. Je parle bien sûr de la maîtrise de l'Edo Tensei d'Orochimaru, qui à ce moment-là lui permettait pas de ramener des combattants du calibre de Hashirama ou même Tobirama, ne serait-ce que proche de leur vrai niveau. La déclaration de Tobirama au chapitre 620 le confirme, puisqu'il dit qu'avoir perfectionné Edo Tensei était une erreur, vu que ça donnait accès à la quasi-totalité de leur puissance originelle aux défunts invoqués. C'est une idée qui est d'ailleurs reprise dans le 4ème databook pour expliquer que la première fois qu'on voit Hashirama dans le manga, il pouvait pas déployer toute sa puissance. Et vous inquiétez pas, on va revenir sur l'affirmation de Tobirama un peu après, mais pour l'instant ce qui est sûr, c'est qu'elle confirme que l'Edo Tensei de l'époque n'a pas ramené Hashirama et Tobirama à leur plein potentiel, et de toute façon il suffit d'analyser leur combat contre Hiruzen et de mettre ça en perspective avec les rapports de force du manga pour le comprendre. Bah oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne et j'aurai l'occasion d'y revenir quand je l'aborderai en vidéo, mais Hiruzen vieux c'est globalement niveau Sannin. Son combat très serré contre Orochimaru et la déclaration du fanbook officiel le prouvent. Or, dans le meilleur des cas, les Sannin c'est ce qu'il se fait de mieux dans le niveau des Kage modernes,
Kage que Madara éteint sans transpirer. Pourtant, un Hiruzen vieux et loin de son prime arrive à gérer ses deux prédécesseurs, contrer leurs assauts et même les sceller dans l'estomac du Shinigami avec des clones. Donc ouais, ces Tobirama et Hashirama contrôlés par Orochimaru ont clairement été ramenés avec une fraction minime de leur pleine puissance. Je pense que là, j'apprends rien à personne. Du coup, on va vraiment pas s'attarder sur cette prestation médiocre d'un Hashirama à une fraction de sa vraie puissance, on va plutôt se pencher sur son évolution durant l'ère Sengoku, qu'on découvre en grande partie dans son flashback du tome 65. Parce que ouais, avant de nous intéresser à sa puissance divine, je trouvais ça intéressant de m'arrêter un peu sur sa mentalité et son parcours, qui ont fait de lui le monstre qu'il était à son prime. Encore aujourd'hui, malheureusement, les gens sous-estiment ces éléments-là du personnage et ont trop tendance à mettre son niveau de fou furieux sur le compte de son Kekkei Genkai le Mokuton ou encore sur le fait qu'il soit une réincarnation d'Ashura. Mais en vrai, ce qu'on comprend de son flashback, c'est que Madara et lui ont développé leur force pour faire valoir leurs idéaux pacifiques. Très jeunes, les deux ont été traumatisés par la violence du monde shinobi. Donc pour lutter contre cette violence que la rivalité entre leurs clans illustre parfaitement, Hashirama et Madara décident de devenir plus puissants pour, comme j'ai dit, être respectés et entendus par tous. Et c'est déjà un élément super important, et beaucoup ont tendance à l'oublier quand il parle de la puissance d'Hashirama. Certes, Hashirama en tant que Senju, il partait avec un avantage, mais quand même, tout le message de Naruto, c'est que le seul talent ne fait pas le shinobi, et que c'est la volonté et la détermination qui permettent d'atteindre les sommets. Dire que la force d'Hashirama est seulement due au fait qu'il est une réincarnation d'Ashura et qu'il maîtrise le Mokuton, c'est quand même bien réducteur. Déjà, on a vu au travers de Naruto qu'être la réincarnation d'Ashura, ça garantit pas vraiment d'être puissant. L'ermite Rikudo, il l'a dit lui-même, Ashura, il était claqué en Ninshu, et ce qui faisait sa particularité, c'était justement sa volonté et sa capacité à tisser des liens avec les autres. Donc être la réincarnation d'Ashura suffit pas pour atteindre le niveau stratosphérique de Hashirama. Et puis, c'est même assez fortement suggéré que l'âme d'Ashura choisit son avatar, aussi en fonction de son parcours et de sa mentalité. En mode, on ne naît pas réincarnation d'Ashura ou d'Indra, mais on le devient. En plus, concernant le Mokuton, certes c'est une capacité vraiment super broken, mais c'est surtout un Kekkei Genkai de type Godai Seishitsu Enka, c'est-à-dire la capacité à fusionner deux natures de chakra, ici le Doton et le Suiton. Or dans Naruto on nous explique clairement que pour maîtriser ne serait-ce qu'une seule nature de chakra c'est assez difficile. Donc Hashirama, il a au moins dû passer par l'étape de maîtrise du Suiton et du Doton, avant d'essayer de les fusionner pour créer un nouvel élément. Il a ensuite très certainement dû s'entraîner encore pour maîtriser le Mokuton et en découvrir toutes les applications. Et du coup ça implique que Hashirama s'est vraiment tué à l'entraînement, jusqu'à atteindre le niveau de malade qu'on lui connaît à son prime. Du coup en vrai, si Hashirama est aussi puissant, c'est bien sûr parce que c'est un crack, on va pas se mytho non plus, mais c'est aussi parce qu'il a une volonté de fou et des couilles en acier trempé, ce qui lui a permis d'atteindre son rêve de paix, c'est-à-dire créer un village où les clans mettent leurs différents côtés autour d'intérêts communs. Mais pour atteindre cet objectif de créer Konoha aux côtés de Madara, ils ont justement dû d'abord devenir les chefs de leur clan, puis sceller une alliance, preuve qu'ils ont vraiment tryhard et qu'ils ont dû faire leurs preuves pour en arriver là. Donc à la base, la puissance d'Hashirama sert plus à un intérêt scénaristique qu'autre chose. Du coup, dire qu'il est balèze juste parce que c'est comme ça, c'est encore une fois assez réducteur, et ce serait même avoir mal compris l'héritage d'Hashirama, qu'on appelle aujourd'hui la volonté du feu. Bref, voilà pour le côté narratif de la puissance d'Hashirama et son parcours. Maintenant, on va voir concrètement à quel point il mettait une tempête à tout le monde à la bagarre. Bon, déjà en étant gamin, Madara était plus fort que la plupart des Senju adultes, alors que comme j'ai dit, pendant l'ère Sengoku, c'était la puissance avant tout. Pourtant, ce même Madara, il s'avoue plus faible que Hashirama quand ils sont gosses. Après ça et pendant des années, Madara et Hashirama ont continué de se cogner dessus, et pendant que Madara développait ses pupilles, d'abord avec les Sharingan, les Mangekyo Sharingan, puis même à terme le Mangekyo Sharingan éternel, le pauvre il a jamais pu battre Hashirama, qui se permettait même de lui proposer des trêves en plein milieu de leur combat. Non, vraiment, Hashirama il a passé sa vie à éduquer Madara, c'est très grave. Dites-vous qu'avec son Mangekyo Sharingan, Madara n'a jamais pu prendre le dessus sur Hashirama, qui avoue lui-même avoir toujours voulu une trêve, parce qu'il avait en fait jamais abandonné son rêve commun avec Madara de créer un village. Et même pire que ça, pendant que Madara et Izuna sont allés jusqu'à faire des dingueries pour développer leur Mangekyo, histoire de tenir tête à leurs rivaux, les Senju menés par Hashirama ont continué à prendre le dessus petit à petit, au point où certains Uchiwa ont commencé à les rejoindre. C'est chaud quand même. Quand Tobirama a réussi à battre Izuna, les Senju ont pratiquement mis un terme à la rivalité avec les Uchiwa, parce qu'à ce moment-là, les Senju ils auraient pu en finir avec les Uchiwa. Mais Hashirama, il a préféré donner la possibilité à Madara de sauver son clan en lui envoyant encore une offre de trêve. Bref, Hashirama il a vraiment carry les Senju et les Uchiwa concrètement. C'est vraiment le GOAT qu'il pense être. Bon bien sûr, après la mort d'Izuna, Madara est un peu remonté, c'est le moins qu'on puisse dire, et après s'être implanté les yeux de son frère, il éveille le Mangekyo Sharingan éternel et tente de faire une descente chez les Senju. Mais après une journée entière de combat, c'est finalement Madara qui se retrouve à terre. Et là, on va s'arrêter un petit peu sur ça parce que dans l'anime, Studio Pierrot a interprété ce combat, qui se passe off-panel dans le manga, je précise, comme un 1v1 entre Hashirama et Madara. Donc dans l'anime, Hashirama en forme de base a pu maîtriser Madara Mangekyo Sharingan éternel,
pendant que le reste de leurs clans respectifs se battait aussi à côté. Sauf que dans le manga, comme j'ai dit, on voit rien de tout ça. Au contraire même, dans les scans, on voit bien que Madara débarque tout seul pour confronter Hashirama et le reste du clan Senju. Après le combat qui a eu lieu off-screen, Madara est à terre, entouré de Hashirama, Tobirama et de quelques autres membres du clan Senju qui ont tous l'air amochés. Et précisons bien qu'on n'aperçoit aucun autre Uchiwa que Madara dans ces scènes du manga. Autrement dit, c'est très probable qu'après son power-up, Madara ait tenté de solo le clan Senju, mais que Hashirama, Tobirama et le reste du clan aient fini par le maîtriser. Donc en gros, il y a deux interprétations possibles ici. Soit Hashirama et Madara se sont mêlés et les membres du clan Senju dont Tobirama ont pris des dégâts à cause du combat des deux chefs, ou bien ils ont affronté les autres membres du clan Uchiwa off-screen là aussi, un peu comme dans l'anime, soit en fait, Madara il a tenté de se prendre le clan Senju à lui tout seul avec ses nouvelles pupilles. Bon, cela dit, même si la deuxième option est vraie, ce que je trouve perso plus probable parce que c'est ce que le découpage du manga suggère, c'est forcément Hashirama, voire un peu Tobirama qui ont fait le gros du boulot contre Madara, hein. C'est pas des randoms du clan Senju qui vont avoir un impact contre Madara et son Mangekyo Sharingan éternel. Si la première option est vraie en revanche, ça voudrait dire que Hashirama en forme de base est plus fort que Madara, malgré son gros power-up, ce qui implique bien sûr qu'il aurait pu rouler sur ses versions précédentes mais qu'il se retenait, ou bien alors qu'il y a eu une petite ellipse entre la mort d'Izuna et la descente de Madara, pendant laquelle Hashirama a encore progressé, voire un mélange des deux. Bref, pour l'instant je vous laisse vous faire votre avis sur ça, mais avec les éléments qu'on a, je trouverais pas ça super honnête d'affirmer quoi que ce soit quant au rapport de force entre Hashirama forme de base et Madara éternel Mangekyo Sharingan. Sauf bien sûr si vous considérez l'anime comme canon, mais spoiler, il l'est pas. En attendant, après cet événement, Hashirama interdit à Tobirama d'achever Madara, et il continue à lui proposer la paix en demandant ce qu'il pourrait faire pour regagner la confiance de son ancien ami. Madara lui propose de tuer son frère ou de se tuer lui-même pour équilibrer la balance avec Izuna, et bien sûr ce Tchad d'Hashirama est prêt à se suicider pour prouver sa détermination. Mais bon, Madara il est pas en pierre non plus, il l'en empêche et ils fondent ensemble Konoha. Problème, l'immense raciste qu'est Tobirama magouille pour que Madara soit pas élu Hokage, contrairement à ce que Hashirama voulait. Tobirama insiste pour qu'il y ait une élection démocratique, parce qu'il sait très bien que les villageois vont voter pour son grand frère. Un vrai petit filou, ce Tobirama. Bref, Madara surprend justement cette conversation, et il comprend alors que ce sera le début de l'oligarchie Senju, et donc le début de la fin pour les Uchiwa. Et en soi, il avait clairement pas tort quand on voit ce qui s'est passé après. En gros, c'est là qu'il comprend que le meilleur moyen d'atteindre la paix véritable, c'est le plan œil de lune. Et pour faire ça, il a besoin d'éveiller les Rinnegan en volant une partie de l'ADN d'Hashirama, donc pour s'en procurer, mais aussi parce qu'il voulait un dernier combat avec son rival, Madara affronte une dernière fois Hashirama dans ce qui deviendra plus tard la vallée de la faim. Dans ce dernier duel, Madara est venu préparer et il a même ramené avec lui une petite surprise en la personne de Kurama, le plus puissant des démons à queue, histoire d'avoir toutes ses chances contre le dieu des shinobi. Et précisons que ce Kurama là, il est minimum niveau KCM2. Et je dis ça parce que, de 1, c'est expliqué par Danzo notamment que Madara contrôlait parfaitement la puissance de Kyuubi, et là on parle d'un Kyuubi 100% contrairement à celui de Naruto. Et de 2, un Madara Edo Tensei moins puissant que Hashirama Prime, il a pu maîtriser Naruto KCM2 et son avatar de Kyuubi sans trop de pression avec son dragon ligneux, là où le Kurama de Madara découpe facilement la même technique de Hashirama dans la vallée de la faim. Aussi, je disais plutôt que le premier combat de Madara éternel Mangekyo Sharingan contre Hashirama se déroulant off-screen, c'était compliqué d'affirmer que Hashirama forme de base était plus fort que lui, et justement, leur combat dans la vallée de la faim va nous permettre d'éclaircir un peu tout ça. Dans ce combat-là, les deux fondateurs semblent relatifs en combat rapproché, donc on a plutôt l'impression qu'ils sont quasiment du même niveau. Cela dit, Hashirama forme de base arrive à dévier et même bloquer certains assauts du Kurama de Madara, enveloppé dans son Susanoo parfait. Donc ce serait vraiment pas déconnant que sans Kurama, Hashirama aurait pu gérer un Madara moins préparé et moins expérimenté avec ses pupilles, en admettant bien sûr que Hashirama a pas lui-même progressé depuis leur dernière confrontation. Bref, en vrai les deux interprétations du scénario de leur précédent combat restent tout aussi crédibles l'une que l'autre à ce stade. Mais par contre ce dont on est sûr maintenant, c'est que Hashirama forme de base est largement de taille à affronter Madara, et même quand ce dernier est accompagné du plus puissant des démons à queue, Hashirama se fait presser mais il résiste super bien en repoussant des bombes bijoux avec son golem de bois, en les déviant avec son quintuple Rashomon, ou encore en encaissant leur déflagration avec sa gangue de bois. Encore plus impressionnant, Hashirama arrive à bloquer des coups d'épée du Susanoo parfait de Madara, même boosté par le Kyuubi à l'intérieur. Donc ça fait aucun doute que les deux sont complètement comparables en stats physiques. On les voit s'affronter plusieurs fois au corps à corps sans qu'aucun des deux ne submerge vraiment l'autre, mais par contre, niveau ninjutsu, Hashirama arrive à gérer une menace supérieure au Susanoo parfait, ce qui lui donnerait donc un avantage sur Madara au global en forme de base, même si ça resterait assez serré. Au chapitre 621, Madara dit même que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas affrontés à fond tous les deux, en parlant à un Hashirama en forme de base, ce qui soutient clairement l'idée d'un Hashirama forme de base et d'un Madara éternel Mangekyo Sharingan à minima relatif.
On peut aussi noter que Madara tente même pas les genjutsu sur Hashirama, ce qui implique que malgré le gros niveau de Madara dans le domaine, c'est même pas une stratégie viable contre le Shodai. Et en soi c'est logique, hein. Le Boog il s'est battu toute sa vie contre Madara, il maîtrise parfaitement son flux de chakra, et il a la plongée dans les ténèbres. Bref, même en genjutsu, Madara semble pas avoir d'avantage particulier sur Hashirama. Il est meilleur que lui, hein, mais juste ça sert à rien. Cela dit, Hashirama, lui, il a bien un atout qui lui permet de prendre le dessus sur le combo Madara plus Kyuubi, je parle bien sûr de son mode ermite. Et oui, Hashirama c'est un ermite, et je dirais même un ermite plutôt à l'aise avec le senjutsu. Déjà, avec ses quantités de chakra abyssales, qu'il compare lui-même à celles de Naruto plus la moitié de Kyuubi, ce qui est énorme, Hashirama peut accumuler des grosses quantités d'énergie naturelle super rapidement pour rentrer dans un mode ermite parfait qui lui est propre. Dans cette forme, Hashirama obtient un boost de perception et de stats, bien que pas vraiment quantifiable vu que malheureusement on l'a jamais vu combattre au corps à corps dans cette forme, mais il gagne surtout accès à des techniques bien cheatées, comme les portes du dieu lumière, sur lesquelles on reviendra dans un instant, mais aussi et surtout au mains véritables. Avec ce jutsu de fou furieux, Hashirama crée une immense statue de Bouddha avec des centaines de bras, avec laquelle il est capable de submerger le Kyuubi Susanoo tout en encaissant des grosses rafales de bombes bijoux. C'est vraiment une folie. D'ailleurs, après leur gros clash, la statue de Hashirama a quand même perdu tous ses bras, mais elle a pu arracher une bonne partie du Susanoo sur Kurama, ce qui prouve que le clash était en fait plus équilibré que ce que les gens croient, et encore une fois, la mise en scène de l'anime y est pour beaucoup. Bref, Hashirama profite que l'armure du Susanoo soit dissipée pour attraper Kurama avec sa statue, et le maîtriser avec son golem de bois pour rompre le contrôle de Madara dessus. Le frérot a littéralement endormi le plus puissant des bijoux devant tout le monde. Je précise quand même que d'après le 4ème databook, Madara a utilisé le Susanoo sur Kyuubi non seulement pour combiner leur puissance, mais aussi pour neutraliser les propriétés du Mokuton d'Hashirama qui permettent justement de contrôler les bijoux. Donc tant que le Susanoo recouvre Kurama, Hashirama n'a pas spécialement d'avantage dans un match-up face à un démon à queue comme ça peut être le cas habituellement. C'est pour ça qu'il a dû d'abord arracher le Susanoo avant de neutraliser Kyuubi avec son Juin Jutsu. Bref, après ça, les deux fondateurs continuent leur combat off-screen et on les reprend à la toute fin où Hashirama profite que Madara ne peut plus maintenir ses Sharingan activés pour le surprendre avec un clone de bois et l'empaler par derrière, gagnant au passage leur combat avec difficulté. Bien sûr, Madara avait programmé un Izanagi dans une de ses pupilles et grâce à ça, il continuera à faire avancer le plan Œil de Lune en secret. Du coup voilà pour ce gros combat et le contexte qui l'entoure. Et je sais qu'il y a pas mal de débats qui existent encore autour de tout ça, malgré la victoire d'Hashirama et tout ce que je viens d'expliquer. Pour certains, Hashirama est bien plus fort que Madara, et sans Kyuubi, Hashirama l'aurait juste défoncé facilement, là où pour d'autres, Kyuubi fait un peu de la figuration au milieu de ce combat de titan, et donc Kyuubi ou non, les deux restent très proches en termes de niveau. Et je dois vous avouer que, perso, je me situe quelque part entre ces deux interprétations, ou disons que je nuancerai un peu plus. Déjà, il y a un truc qui est certain, c'est que Hashirama a gagné ce combat, il n'y a vraiment pas besoin de surintellectualiser ce fait-là. Même Madara a admis sa défaite, et de toute façon c'est cohérent avec la supériorité globale de Hashirama sur Madara qu'on a déjà évoqué au travers de plusieurs persos du manga et le databook. Donc affirmer que Madara était en fait plus fort que Hashirama, ce serait juste faire une fanfiction les mecs, faut être clair sur ça. Maintenant, les rapports de force entre Madara avec Kyuubi, Hashirama mode ermite, Madara sans Kyuubi et Hashirama forme de base, franchement c'est des débats secondaires. Personnellement j'ai Hashirama mode ermite un peu plus fort que Madara avec Kyuubi Susanoo, lui-même plus fort que Hashirama forme de base qui est relatif à Madara Mangekyo Sharingan éternel, mais avec un léger avantage notamment en ninjutsu pour Hashirama au vu de ses prestations comme je disais plus tôt. Après vous pouvez intervertir certaines de ces formes des personnages, mais tant qu'on reste d'accord sur le fait que Hashirama à fond est globalement plus fort que Madara à fond, je trouve le reste assez anecdotique. En mode, si vous considérez que Madara a affronté un Hashirama toujours en mode ermite pendant la partie de leur combat qui se passe off-panel, et que par conséquent pour vous, Madara est plus fort que Hashirama en forme de base, franchement, faites-vous plaisir, ça change vraiment pas grand-chose fondamentalement. Hashirama Prime était le plus puissant des shinobi, Madara Prime de son vivant inclus. Voilà pour la puissance de Hashirama de son vivant. Maintenant, on va essayer de mettre ça un peu en perspective avec les autres top tiers du manga. Pour faire ça, on va devoir s'intéresser un petit peu à Hashirama en Edo Tensei et à ses prestations pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Après avoir aidé Itachi à rompre l'Edo Tensei de Kabuto, Sasuke ressuscite Orochimaru pour lui demander d'invoquer les 4 premiers Hokage avec qui il veut s'entretenir avant de choisir son camp dans la guerre. Orochimaru récupère donc son chakra et les connaissances de Kabuto, histoire de pouvoir exécuter un Edo Tensei du même niveau que lui, et grâce à ça, il invoque les Hokage du passé. Et on peut déjà s'arrêter un petit peu sur ça, parce qu'il y a quelques trucs intéressants à relever dans cette scène. Déjà, on peut noter que quand Sasuke dit qu'il envisage de détruire Konoha, Tobirama lui met un giga coup de pression qui fait transpirer tout le monde, mais il se fait direct calmé par Hashirama qui montre directement que c'est lui le patron dans la pièce.
Après ça, Tobirama tente de se défaire de l'emprise d'Orochimaru, mais il n'y arrive pas justement parce que le Sannin a renforcé son étreinte avec les cellules d'Hashirama. Rappelez-vous, à ce moment, Orochimaru vient de transférer son essence dans un Zetsu blanc, qui est en quelque sorte un clone synthétique d'Hashirama. À ce moment-là, Orochimaru n'est quand même pas serein, parce qu'il a bien conscience qu'il a aucun contrôle sur Hashirama, qui pourrait se retourner contre lui à tout moment. Encore une preuve que le Shodai est vraiment pas taillé du même bois que les autres, c'est le cas de le dire. Après ça, on a le flashback dont on parlait tout à l'heure, et Sasuke choisit donc de prendre le parti de l'Alliance Shinobi, du coup le groupe rejoint le champ de bataille. Et on va passer sur le fait que Minato arrive en premier sur place, parce que être un bon sprinter c'est bien, mais ça veut pas dire grand chose à part que Minato court plus vite que Hashirama, ce qui sert limite à rien dans un combat. Bref, une fois sur place, les 4 Hokage se positionnent pour enfermer Jubi dans une surpuissante barrière, le cube aux faces écarlates. Et dans la foulée, Hashirama passe en mode ermite et il enchaîne avec sa technique des portes du dieu de lumière pour neutraliser les queues de Jubi. Juste après ça, Hashirama produit 5 clones et il neutralise les mouvements de Jubi en bloquant sa tête avec une dernière porte pour former son saut du carcan. Et là, il y a clairement 2-3 trucs à dire. Bon, déjà on voit bien que c'est Hashirama qui prend le lead sur l'Alliance Shinobi après avoir complètement ratio Madara devant tout le monde. Ce qui démontre à la fois son charisme dont parle le databook, mais ça soutient aussi sa supériorité sur le reste des membres de l'Alliance présents sur le champ de bataille. Ensuite, on peut noter que Hashirama peut produire 5 clones et envoyer des gros jutsu tout en maintenant le cube, chose que les autres Hokage sont incapables de faire. D'ailleurs plus tard, il enverra à nouveau 5 clones Mokuton au charbon en tenant la barrière, là où Tobirama réussira à en faire que 2. Et bien sûr, il faut qu'on parle de sa technique des portes du dieu de lumière parce que ce jutsu, il est complètement fumé. C'est une technique de Fuinjutsu qui utilise du Senjutsu pour complètement immobiliser sa cible. D'après le 4ème databook, ces portes peuvent s'adapter en taille et en forme selon leur cible, et une seule d'entre elles suffit à neutraliser un bijou. En envoyant 10 sur Jubi, Hashirama complète son saut Deka qui empêche complètement le Jubi de bouger. Ensuite, en balançant une 11ème sur sa tête, Hashirama complète son saut du carcan, que le databook décrit comme un Fuinjutsu qui maintient sa cible immobile grâce à l'énergie naturelle comme les autres portes, mais qui a en plus la propriété de neutraliser sa volonté de se défendre. Et je veux dire, c'est un combo tellement efficace que le Jubi sera forcé de se diviser pour riposter face aux attaques de l'Alliance, et il se libérera de l'étreinte qu'une fois absorbé dans Obito. Vraiment, Hashirama il a pas votre temps. Alors attention, ça veut pas dire que Hashirama pourrait solo Jubi. La preuve, même avec le saut du carcan et toute l'Alliance, ça a pas été possible. Mais quand même, la perf de Hashirama en débarquant sur le champ de bataille, ça a éteint tout ce qu'on a vu avant ça et d'assez loin. Ensuite, quand Obito absorbe Jubi pour devenir son Jinchuriki, Hashirama dit directement que Jubito est plus fort que lui. Et bien sûr, on va s'arrêter un peu sur ça. Déjà, premier truc intéressant sur cette déclaration, c'est qu'elle implique que Hashirama est toujours le shinobi de l'Alliance le plus puissant à ce stade, ce qu'on savait déjà, mais au moins là ça vient directement du principal intéressé. Ensuite, je sais que beaucoup de gens aiment bien remettre en question cette affirmation d'Hashirama, donc on va démêler un peu tout ça et va clairement y avoir du taf. En fait, d'un côté, il y a les extrémistes qui vont dire que c'est juste un clone d'Hashirama qui dit ça et que donc le clone s'exprime pour lui-même et pas au nom de l'original. Et franchement, je vais même pas prendre la peine de débunk ça tellement c'est une idée de merde, n'hésitez pas à rire de ces gens-là en commentaire. De l'autre côté, par contre, on a des gens plus modérés qui pensent qu'il y a un contexte entourant cette déclaration et que donc il vaut mieux analyser ce contexte plutôt que prendre la déclaration telle quelle. Et en vrai, même si comme j'ai dit, souvent ça sert à rien de surintellectualiser, j'avoue que dans ce cas précis, il y a effectivement des trucs intéressants à relever quand on analyse le contexte. Bon, et on va commencer par l'évidence, mais Hashirama dit ça après que Jubito ait détruit ses portes du dieu de lumière et déchiré le cube aux faces écarlates comme une feuille de papier. Pourtant, on rappelle que les portes avaient retenu Jubi et que le cube avait tanké une de ses gigabombes sans broncher. Du coup, forcément, Hashirama il est pas con, il comprend que des techniques efficaces contre Jubi sont maintenant inefficaces contre son Jinchuriki, donc il y a clairement de quoi s'alarmer. Déjà que tomber Jubi c'était pas vraiment possible comme j'ai dit, maintenant que sa puissance est contrôlée par un autre, bah ça dépasse de loin la menace de Jubi tout seul. Maintenant, faut avouer que Hashirama dit ça alors que Jubito il vient tout juste de spawn, et même si en 2 minutes il a fait des grosses dingueries, bah concrètement personne ne connaît encore toute l'étendue de ses pouvoirs, que ce soit en termes de stats physiques ou bien de ninjutsu. Et surtout, Hashirama il connaît pas encore sa faiblesse au Senjutsu. Typiquement, un Rasengan de Naruto Mode Ermite a pu endommager Jubito, donc on pourrait argumenter que si Hashirama connecte une technique Senpo plus offensive que les portes du dieu lumière, qui sont aussi à base de Senjutsu mais qui sont plutôt faites pour sceller que pour faire des dégâts, et bah ça pourrait avoir son petit effet. Et tout ça c'est pas faux, mais le problème c'est que si on s'intéresse vraiment au match-up, bah déjà Jubito stabilisé il maîtrise l'Ignoton, donc si lui il connecte ne serait-ce qu'une seule attaque, Hashirama est dans la sauce, et ça c'est valable que ce soit de son vivant malgré sa régénération de fou, ou bien en Edo Tensei malgré l'immortalité que l'Ignoton annule justement. Et pour rappel, Obito stabilise Jubi en à peine 2 chapitres de pure action, donc en temps réel c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, Jubito a dans son arsenal des techniques à très grosse échelle vraiment létales, comme ses bombes Jubi ou bien son Gudodama explosif,
explosif qui vaporise littéralement tout sur son passage et dont les gens se rendent souvent pas compte du diamètre, alors que, regardez là, à l'échelle, on voit que Gamakichi paraît juste minuscule à côté. Bref, en termes de pur ninjutsu et de conditions de victoire avec, Jubito est quand même sacrément avantagé. Maintenant, est-ce que Hashirama, notamment à son prime, pourrait donner un combat à Jubito? Eh ben, honnêtement, ouais. Pour comprendre, c'est le bon moment je pense pour aborder l'écart de puissance qui sépare Hashirama en Edo Tensei d'Hashirama de son vivant. On l'a dit, en Edo Tensei, Hashirama est toujours le shinobi le plus puissant de l'Alliance, il a des réserves de chakra comparables à Naruto plus la moitié de Kurama, il a la régénération automatique de l'Edo Tensei, et il conserve a priori toutes ses techniques, ou au moins la majorité. Mais en vrai, ce dont les gens se rendent pas compte, c'est à quel point ne pas avoir son corps originel a un impact sur Hashirama. Je parlais plutôt de la déclaration de Tobirama au sujet de la nouvelle version d'Edo Tensei qui ramène les défunts avec la quasi-totalité de leur puissance passée, mais justement toute la subtilité réside dans le quasi. En fait, pour la majorité des Edo Tensei, la différence entre leur version Edo et vivante est marginale, et pour certains carrément les propriétés de leur corps immortel les avantagent même par rapport à leur version vivante. Mais pour des mecs du calibre de Madara et Hashirama, qui sont tellement plus forts que la moyenne, cet écart est largement plus grand. Je dis ça parce que déjà il y a plein d'éléments du manga qui le prouvent, on y revient dans un instant, mais aussi parce que quand on y pense c'est assez logique. Admettons qu'un shinobi en Edo Tensei est ramené avec 90% de sa puissance. C'est une valeur aléatoire, hein, c'est juste pour l'exemple. Bah d'un côté ça confirme ce que dit Tobirama quand il parle de quasi-totalité, mais de l'autre ça crée un déséquilibre qui augmente de façon exponentielle selon le niveau de base du shinobi. Genre 10% de puissance en moins pour un shinobi comme Zabuza par exemple, bah en volume ça représente vraiment rien en comparaison des 10% manquants à Hashirama. Et oubliez les valeurs que j'ai données, hein, c'est juste pour l'exemple, mais je pense que vous avez capté l'idée. Bref, cette idée elle est de toute façon largement confirmée dans le manga. Bon, déjà quand Madara Rin Tensei détruit Tobirama, il dit bien que Hashirama et lui n'ont pas pu déployer toute leur puissance passée, ce qui rejoint d'ailleurs ce que Madara disait plutôt à Kabuto. Aussi, quand Obito ressort de la dimension Kamui après avoir combattu Kakashi, Hashirama pense qu'il va utiliser le Rin Tensei pour ressusciter Madara, et il dit qu'il faut surtout pas que ça arrive. Donc ça prouve bien que la différence de force entre un corps vivant et un corps Edo est significative, et qu'en revenant à la vie, Madara serait bien plus fort, sinon pourquoi il aurait paniqué? Mais ça s'arrête clairement pas là. Une fois que Madara est vraiment ressuscité par le Rin Tensei cette fois-ci, il arrive à détruire les portes du dieu lumière qui le retenait juste avant ça dans sa version Edo Tensei. Donc en revenant à la vie, Madara perd ses Rinnegan, mais il compense avec un énorme boost de stats physiques. Et même mieux, une fois qu'il a absorbé le chakra Senjutsu d'Hashirama, le Shodai dit que Madara a récupéré sa puissance passée. Donc même sans pupille, Madara Rin Tensei est aussi puissant que sa version vivante de la vallée de la faim, juste en retrouvant un corps vivant couplé au boost du Senjutsu, qu'il décrit d'ailleurs lui-même comme pas si ouf que ça. Autrement dit, en Edo Tensei, malgré le boost des Rinnegan et des cellules d'Hashirama, bah Madara est pas au niveau de sa version vivante. Bref, tout ça c'est cohérent, et tout ce qu'on vient de dire pour Madara, bah ça s'applique aussi à Hashirama, voire même encore plus. Je dis ça parce que, comme je viens de le rappeler, Madara Edo Tensei a bénéficié des modifications de Kabuto, donc même s'il reçoit le même nerf en Edo Tensei que Hashirama, bah lui il compense avec les Rinnegan, les cellules d'Hashirama, le Mokuton et tout ce qui va avec. Alors que Hashirama, lui, il a juste été nerf sans contrepartie. Malgré ça, quand Edo Madara et Edo Hashirama s'affrontent, c'est Hashirama qui gagne en le soumettant avec ses portes, le tout en environ 15 minutes. Et certains aiment bien dire que Hashirama utilise son mode ermite contre Madara en Edo Tensei, ce qui confirmerait la supériorité de Madara vivant sur Hashirama en forme de base, mais comme j'ai dit, les deux fondateurs ne subissent pas du tout le nerf de l'Edo Tensei de la même façon. Donc la différence de boost du mode ermite par rapport à celui des améliorations de Madara en Edo Tensei étant inquantifiable, c'est clairement une fausse équivalence. En plus, dans ce même combat en Edo Tensei, on voit très clairement qu'au corps à corps, Hashirama reste relatif à Madara, même en forme de base. Bref, tout ça pour dire, imaginez un Hashirama vivant prime, ce serait en fait un Hashirama Edo Tensei mais avec le même boost de zinzin en statistiques physiques que Madara quand il revient à la vie, et avec en prime du Senjutsu pour pouvoir faire des dégâts à Obito malgré l'ignoton. Voler le Senjutsu d'Hashirama, c'était d'ailleurs le plan initial de Madara pour prendre la place d'Obito et lancer lui-même le Mugen Tsukuyomi. Tiens d'ailleurs, puisqu'on en parle, je vais en profiter pour débunk une idée bien éclatée que certains utilisent pour dire que Madara Edo Tensei est plus fort que Jubito et qu'avec du Senjutsu, il lui ferait Kakatsu. Les gens qui disent ça, ils s'appuient sur la déclaration de Madara au chapitre 638, juste après que Hashirama dise justement que Jubito est plus fort que lui. Dans la VF, Madara dit qu'Obito risque bien de le dépasser avant qu'il n'ait pu recourir à son meilleur atout, en l'occurrence le Senjutsu d'Hashirama. L'idée pour eux ici c'est de débunk ce que dit Hashirama juste avant, puisque Madara semble le contredire. En gros, si Hashirama Edo Tensei est un peu plus fort que Madara Edo Tensei vu qu'il l'a battu, et que Madara est encore plus fort que Jubito, bah logiquement Hashirama peut pas être moins fort que Jubito. Mais il y a clairement plusieurs gros problèmes avec cette interprétation. Déjà, en donnant plus de crédit à la déclaration
déclaration de Madara qu'à celle d'Hashirama, on fait clairement du cherry picking. Et j'aurais bien dit que c'est aussi valable dans l'autre sens, sauf que, encore une fois, la traduction et les choix des mots de Kana est pour le moins discutable. Rien qu'en VF, quand Madara dit que Obito ne l'a pas encore dépassé, ça peut aussi bien être interprété comme faisant référence à de la puissance qu'à une course aux arcanes lunaires infinis. Donc c'est clairement sujet à interprétation, contrairement à la déclaration de Hashirama juste au-dessus qui, elle, parle bien de puissance, ça c'est clair et net. Ensuite, quand on traduit le scan en japonais, on s'aperçoit que Madara dit plutôt qu'il risque de perdre son avance. Et alors clairement, cette tournure de phrase aussi, elle peut être interprétée de différentes manières. Mais ça colle quand même bien plus à l'idée d'une course pour lancer le Mugen Tsukuyomi qu'à une histoire de rapport de force. Et ça rejoint d'ailleurs ce que Madara dira ensuite à Hashirama. Et de toute façon, en logique, on privilégie toujours l'interprétation la moins coûteuse en conjecture. Or, ici, c'est celle où Jubito est bel et bien plus fort que Hashirama Edo, et que Madara parle juste de se faire dépasser dans une course au Tsukuyomi infini contre Obito. Donc voilà, toutes les fanfictions où Madara et Hashirama en Edo Tensei sont plus forts que Jubito, c'est définitivement poubelle. Par contre, il y a d'autres moyens d'argumenter que Hashirama Prime donnerait un combat à Jubito. Parce que dans sa version vivante, avec le boost de force, de vitesse, etc. et sa maîtrise du Senjutsu, je pense effectivement que Hashirama pourrait cook un truc contre Jubito. On l'a dit, il perdrait sûrement vu son manque de conditions de victoire, mais en termes de combat rapproché et de capacité à toucher Obito avec des Jutsu Senpo, franchement, Hashirama il serait clairement pas ridicule. Je dis ça parce que des Naruto et Sasuke qui viennent tout juste d'être décrits comme inférieurs à leurs homologues du passé, ils arrivent à percevoir Jubito et même à le forcer à parer leurs attaques. Donc clairement, l'idée que Jubito puisse one-shot Hashirama Prime, c'est aussi une fanfiction. Et rien que d'être capable de rivaliser avec un perso de niveau Rikudo comme Obito Jinchuriki, alors qu'on n'a reçu aucun boost extérieur, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Vraiment, Hashirama Prime, c'était le GOAT. En tout cas voilà, je pense que je me mouille pas trop en disant qu'Hashirama c'était clairement un monstre, le shinobi le plus puissant du verse jusqu'à l'apparition de Jubito, Guy 8ème porte et les autres top tiers qui débarquent à partir de là, et honnêtement avec une interprétation un peu généreuse, on peut même dire que le man est capable de boxer avec le bas du panier du niveau Rikudo, ce qui est clairement un exploit. En plus perso, je kiffe son design, son aura, son style de combat qui se repose sur les gros jutsu énervés pour submerger ses adversaires grâce au Mokuton, son endurance de fou via ses réserves de chakra de zinzin et sa régénération top tier qui est quand même comparée à celle de Tsunade et son Byakugo par Madara. Clairement, le mec n'a pas volé son titre de dieu des shinobi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les potos. Comme je disais en intro, on reprend la série sur les Hokage, donc si vous kiffez, faites-le moi savoir en commentaire et avec un petit like. Merci à Opera GX d'avoir sponsorisé la vidéo, checkez les liens en description et dans le commentaire épinglé, je pense que ça peut vous plaire. Sur ce les potes, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.